Bonjour, comment ça va? Eh ben ça va, impeccable. Est-ce que tu peux déjà te présenter, nous dire ton nom, ton prénom, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je m'appelle Romain Huet, je suis auteur de manga, Oh, éditeur. mais non, trop bien. Et voilà, écoute. Et qu'est-ce que tu fais comme manga? J'ai fait, là, le gros truc du moment, c'est Yggdrasil Sentai. Et c'est une série d'heroic fantasy, mythologie nordique. Putain, c'est Et incroyable. voilà, elle est en 5 tomes. Normalement, elle est censée être terminée, mais finalement, il y a un 6ème tome qui est en cours. Voilà. Et ça, c'est incroyable. Et c'était la première fois que tu viens au Euro Festival Non, j'ai commencé, je sais pas, il y a 4 ans maintenant, je crois que je dois être ma 4ème ou 5ème édition au HeroFest. Ouais. Et puis moi, ça fait 10 ans que je suis en auto-édition avec ma maison d'édition. Mais ça fait 15 ans que je fais de la BD, 20 ans que j'essaye, enfin voilà. Ah, c'est incroyable, Ouais, ok, j'ai d'accord. commencé chez Ankama, après j'ai fait Soleil, Delcourt. Ah, t'as Donc, travaillé chez Ankama. j'ai fait vraiment des gros... on me met la sucette dans la bouche. Et donc ouais, j'ai commencé chez des gros éditeurs. Et puis après, j'ai créé ma propre maison d'édition. Et puis voilà, feu. Hein. Et c'est quoi ton parcours? Comment t'en es arrivé à justement écrire des mangas? Ça a été long, hein, c'était laborieux. Hein, Et donc ouais, du coup, parcours un peu chaotique. Déjà mauvais à l'école, etc. Tu vois, donc... moi je vais avoir bientôt 40 ans, donc si tu veux, à mon époque on n'était pas très ouf. Tu les fais pas. Merci. J'allais dire la même chose. Et ben en fait on nous envoyait dans des BEP, tu sais, qui servaient à rien. Et moi j'étais parti pour faire du littéraire, je voulais être Géo Club Med, tu vois. Moi je m'imaginais bronzer, faire du tennis et draguer les filles. Et bien sûr j'y suis pas arrivé, tu peux le voir. Et donc du coup en fait j'étais mauvais, donc j'ai raté le côté littéraire et tout, les langues vivantes, voilà, rien à battre. Et donc la prof de maths me dit Romain il retouche la PlayStation, tu vois, à l'époque on avait la PS5 qui s'ouvrait, on retouchait les PlayStation et tout pour faire avoir les jeux gravés. Et puis ils me foutent en électronique. Mais vraiment, tu sais, le grand écart. Je passe de 3 langues vivantes à je fais un BEP électronique à faire des pages de calcul. Rien à voir. Ça, parce que tu trafiquais ta Play, quoi. C'est ça. Oui, c'est ça. Tout ça, parce que je trafiquais une Play. Ne trafiquez jamais la Play, les gars. Et finalement, je m'ennuie tellement dans ce BEP que je vais commencer à regarder un peu autre chose, quoi. Et je tombe sur un bouquin à prendre leçons, 40 leçons pour apprendre le japonais, qui était un petit livre comme ça. Et je me mets à étudier le japonais. Et pendant 3 ans, en fait, je vais me foutre dans le Japon. Mais le manga reste très très loin de moi, tu vois. Donc c'est juste la culture Toi, c'est la culture japonaise. japonaise en... Donc je peux m'écouter de la zik et tout, tu vois. Donc tout ce qui était à l'époque le visual kei, pour les vieux, Diran Grey, Japan et tout, tu vois. Donc des vieux trucs. Et puis je peux m'étudier la culture, la langue. Et puis voilà, le temps passe. À mes 19 ans, Game One voit du coup l'émergence de tous les animés avec ce qu'on appelait à l'époque le fansub. Donc était vraiment les mecs qui chopaient des animés. Alors maintenant ça te paraît de fou de le dire comme ça, mais t'as des mecs qui chopaient les animés japonais, qui les rebalançaient en Amérique. T'avais des teams de ce qu'on appelle les fansubbers, qui étaient des mecs de 15-20 ans. Qui faisaient les sous-titres. Qui faisaient les sous-titres de la version japonaise en anglais. Ils rebalançaient ça dans le reste du monde. Et on avait des teams dans chaque pays qui retraduisaient en français, etc. Voilà, donc ça s'appelait le fansub. Et c'est comme ça qu'on a découvert Naruto. Hein. Naruto, faut quand même pas oublier qu'on téléchargeait les épisodes illégalement avec des sous-titres en genre bleu fluo, tu vois, avec contour blanc, tu vois, et avec blindé de fautes d'orthographe. Et c'est comme ça qu'on regardait. Et donc Game One lui se dit, au lieu d'avoir des mecs qui font ça dans leur coin, peut-être le professionnaliser. Tu vois, je pense que c'est à peu près l'idée qu'ils ont eue. Et ils ont fait, ils ont sorti des animés style Lovina. Et Lovina qui est une espèce de comédie romantique de l'époque. Et moi je tombe dessus, toi, je rentre de l'internat un vendredi soir, je vois ça, je dis waouh putain, j'étais trop de ouf là-dessus. Et puis j'ai mon meilleur pote, ça existe en livre, tu vois. Et puis du coup on va dans un magasin de manga, donc à Aix-en-Provence. Et voilà, en 2002, les mangas c'est pas comme maintenant. Oui, j'imagine. Je rentre dans une boutique, le mec il a des cheveux longs et il te parle un peu comme ça, t'as l'impression que t'as changé de la cam et tout, tu vois. Et je lui demande Lovina et il a 7 premiers tomes, je en prends 2. Et le soir je rentre à la maison, je les lis. Et là, grande révélation en fait. Dans ma vie, c'est ça que je dois être, quoi. Je vais être auteur de manga. J'ai jamais dessiné de ma vie, hein. C'est vraiment tout. Pas de base. Ah non, mais je ne dessinais pas, je ne lisais pas de manga à part ce soir-là. Et le lendemain, ma route était tracée. Tu lisais un manga mais non. Je lisais Dragon Ball, quoi, tu vois, dans les années 90, quoi. Mais j'avais jamais lu vraiment de manga, quoi. Je crois que j'avais regardé genre Evangelion. Neo Genesis. À l'époque, il y avait Evangelion, il y avait Cowboy Bebop et Vision of Escaflowne qui sortaient sur Canal+, tu vois. Alors basta, quoi. Un Ken le survivant et 3 Senseiya, quoi. C'est tout. Voilà. Et finalement, je lis Lovina, grosse claque dans ma vie, révélation divine. Le lendemain, je me lève et voilà. Et j'ai mes parents, j'arrête en fait, je vais faire du manga. Bon, bien sûr, c'est pas passé comme ça. Hein. J'allais dire, ils l'ont pris comment rien, mon père est devenu l'exorciste, hein, j'ai jeté de l'eau bénite, j'ai dû le calmer. Voilà, et ça a été finalement 2 ans où un peu on s'est frité à la maison, tu vois.
Juste, il y a une question dans le chat de Laradine qui demande si la votre maison d'édition recrute. Non, en fait, on recrute pas. On est tout petit, hein, on travaille à la maison, donc on est avec ma femme et tout. Tu vois, ma femme elle est romancière, donc en fait on est tous les deux. Tu l'as rencontré comme ça dans le. De quoi? Tu l'as rencontré par rapport au monde de. Ouais, en fait on s'est rencontrés en dédicace. En fait, elle vient, ses potes viennent me chercher des bouquins. Elle est assez froide derrière comme ça. Donc je la calcule pas vraiment sur le moment. Et puis on se revoit plusieurs fois en salon. Et en fait ses potes me disent mais tu sais elle dédicace à côté et tout des romans. Alors je dis oui très bien. Monsieur Bell m'a jamais parlé donc je vois pas pourquoi je vais y aller. Et puis finalement ils m'ont forcé à y aller. Et je suis allé la voir par pure politesse. Et puis finalement, on s'est jamais quitté. Voilà. C'est beau. Voilà. Ça veut dire qu'on peut trouver l'amour aujourd'hui ou... Ouais. Comme quoi. On nous a des sites de rencontres. Et voilà. Un bon geek et tout. Voilà. 2 bouquins et c'est bien. Et voilà. Donc non, malheureusement, on recrute pas. On est à la maison. On travaille chez nous. Voilà. Petite maison d'édition. Et c'est toi qui as créé ça avec ta femme? Ok, c'est incroyable. Ouais. Enfin, au début, Doshin, je le crée tout seul. Parce qu'en fait, je suis le moment où ça se crée, en fait, c'est que je suis chez Delcourt. Je suis entre 2 contrats de BD parce que je suis coloriste de BD chez Delcourt, c'est mon métier principal et je m'ennuie. La couleur, au bout d'un moment, t'es vraiment un 3e roue du carrosse hein, sur de la BD. C'est-à-dire que t'as le scénariste, le dessinateur, c'est vraiment les 2 grosses stars, quoi. C'est les mecs qu'on met en avant, ils ont leur nom sur la couverture. Et toi, t'es le coloriste. C'est-à-dire que toi, de base, t'as commencé en tant que coloriste. Ouais, moi, j'étais scénariste et coloriste de base. Et puis, finalement, je fais un manga qui s'appelle My Magical Girlfriend, qui est du coup un hommage à Lovina, donc à toute l'œuvre de Ken Akamatsu, que je rencontre d'ailleurs la même année. Hein. En 2015, c'est une anecdote de ouf. C'est-à-dire que je vais à la Japan pour promouvoir mon Ulule. Je fais un financement participatif sur Ulule. Et donc, le bouquin n'est pas encore fait, il n'existe pas. J'ai même pas une ligne de scénar. J'ai une page Ulule qui est fictive. Je demande juste de l'argent. C'est triste de dire ça maintenant, mais je demande juste de l'oseille à des gens sur un projet qui n'existe pas en me disant si ça marche tant mieux tu vois. Et donc on fait la Japan Expo avec mon petit frère et on donne 5000 flyers du coup dans la Japan. Alors c'est interdit hein. Donc on ne fait jamais ça, on flyer pas à la Japan hein. Tu te fais dégommer hein. Nous on attendait les gens à l'entrée et on filait 5000 flyers par jour tu vois. Et cette année là c'était en 2015. Il y a Ken Akamatsu qui est l'invité d'honneur et donc en fait à la Japan faut tirer au sort, en fait, et tirer au sort sur des espèces d'ordinateurs. Et donc, le jour de la dédicace de Akamatsu, on fait la queue avec mon frangin. Et moi, je fais la queue pour Akamatsu, pour aller chercher Akamatsu. Et j'ai une nana à côté de moi. On se met à discuter et elle fait la queue pour un groupe de J-pop, tu vois. Et donc, on arrive, on appuie sur elle, truc de J-pop, moi, Ken Akamatsu, perdant. Wow, dégoûté de la vie, je dis putain. Et elle dit, j'ai raté. Et je dis, vas-y, prends-moi Akamatsu, je te prends le J-pop. Et on prend tous les 2 et on est gagnant. Vous avez gagné. Et en fait, on s'est échangé le ticket. Elle est partie voir son groupe du hip-hop. Moi, j'ai du coup été tiré au sort pour aller voir Akamatsu. Et je lui ai montré le premier poster en fait de Magical Girlfriend. Et Akamatsu, il a fait en gros, il y avait le traducteur à côté. Et il disait tiens, je reconnais les personnages, la référence et tout, tu vois. C'est trop mignon. Je suis sorti de là, je chialais. J'étais trop ému. En fait, il faut se rendre compte que je suis trop fan de toi. En fait, c'est Akamatsu qui me fait rentrer dans le manga par Lovina. Et je le rencontre au moment où j'ai créé ma maison d'édition quoi. J'ai trouvé le truc trop ouf. Le symbole est fort. Donc est-ce que justement c'est des signes comme ça où tu dis parce que moi je suis très signe. Bizarrement, je sais pas si c'est pour me rassurer ou pas, mais parfois je vois des signes et tout. Justement ça aide à se dire je suis sur le bon chemin. Moi c'est ce que je me suis dit, en fait voilà les feux sont au vert quoi. Allons-y et puis je me suis pas planté parce que finalement le Ulule j'avais genre demandé 3000 balles, un truc comme ça et j'ai 8000 et de gens que je connais pas. Et voilà, la Japan Expo, j'ai eu 2 personnes sur les 15 000 flyers donnés. Il y a eu 2 personnes qui ont mis. Mais par contre, le truc a bien marché. Et de là, en fait, je me suis jamais arrêté. Donc j'ai terminé mon contrat avec Delcourt que j'avais. Et après, j'ai lancé, créé Doshin d'édition, c'est créé. Ok, et c'est marrant de te lancer du coup dans la BD, le manga par le manga, mais de devenir coloriste principalement. En fait, parce que au moment où je commence vraiment à me lancer, moi je fais l'école Pivot à Nantes, qui est une école de BD. Et les fins d'année, sur la dernière année, il faut avoir un stage en entreprise. Et le stage en entreprise, je décide de faire un mec de BD, un mec de manga et un mec de comics. Parce que c'est le même métier en vrai. Donc autant que j'ai cherché toutes les narrations possibles. Et donc je fais un premier stage avec Grelin,
qui est un mec qui a un style très BD mais qui fait aussi manga, tu vois, c'est un mix. Et je vais faire un stage chez Philippe Briones qui est un auteur de comics. Donc à ce moment-là, il bosse sur Captain America et tout, tu vois, le mec gros niveau. Et puis finalement, on va essayer d'amitié et c'est avec lui que je vais me lancer. Et lui, il est dessinateur et donc du coup, on va créer un scénario ensemble chez Ankama qui s'appelle Geek Agency, donc une BD qui a bien marché. Et puis je deviens son coloriste un peu attitré, quoi. Et donc je vais faire ça pendant quelques années, jusqu'au moment où je vais sentir le moment où j'ai besoin aussi de raconter mes propres choses, de dessiner mes propres dessins, etc. Et voilà. Et parce qu'aujourd'hui là t'es encore coloriste? Non. Maintenant je fais des couleurs pour moi si tu veux, mais voilà, ça s'arrête là. Je fais mes illus, quoi, si tu veux. Voilà. Tu arrives à... Là tu vis de tes histoires à toi, putain, c'est fou. Ouais, bah c'est... En fait j'ai fait que ça comme travail, quoi. Souvent je dis si un jour la BD doit s'arrêter, je sais pas quoi faire de ma vie, quoi. C'est ta passion, c'est ce qui te représente. C'est pas ça, c'est que je ne fais que ça, c'est que j'ai une feuille de CV, elle est blanche, quoi. Non, mais c'est pas blanc en vrai. Tu peux te relancer dans ça comme, Je t'annonce, quand tu dois voir un employeur à bientôt 40 ans pour dire excusez-moi, mais moi ma vie c'est de travailler chez moi et de regarder Netflix en faisant des pages de BD. Tu vois. Tu regardes Netflix pendant que tu... Ouais. Ah ouais, non. En fait je suis obligé de travailler. Si je ne fais que de la BD, je m'ennuie. Et et du coup je déconnecte et donc j'avance pas. Donc je suis obligé d'avoir un bout de mon cerveau qui fait autre chose. Je comprends. Voilà. J'arrive tellement pas à faire ça. Je suis admiratif des gens qui... T'es trop sur Netflix. Moi avant, genre j'essayais de travailler rien qu'avec de la musique. Ouais, je me retrouve à danser dans mon salon, mais il y avait zéro travail. Ah non, moi j'ai toujours un truc. Puis j'ai des phases, moi je suis monomaniaque, je vais avoir des phases, je vais avoir un sujet et je vais prendre 30 heures de, je sais pas moi, d'interviews, d'entretiens, de conférences et tout. Donc voilà, ça fait 20 ans que j'ai des monomaniaques sur des trucs. Moi j'ai des trucs de ouf, ouais. Mais de toute façon, au pire, si la BD s'arrête, tu peux te vendre en disant ouais, moi je trafiquais des PlayStation. Ouais, voilà, ça peut le faire. C'est ça. Ouais, il y a 30 ans, les gars, je bidouille des PS1. Déjà, salut Mathilde, et il y a Seprafi qui demande, t'as un conseil pour les gens qui veulent travailler dans la BD? Ouais, le seul conseil c'est de bosser en fait. Il y a en fait, moi je crois pas dans le talent et je crois pas dans le don. Moi les gens qui me font il y a un don, il y a un talent. Non, il y a que dalle, il y a que du travail. Voilà, et donc en fait tu peux avoir le plus mauvais niveau du monde, genre Isayama, d'accord, donc l'Attaque des Titans. Pour ceux qui ont lu le manga, prenez le tome 1 de l'Attaque des Titans, regardez la médiocrité du dessin, et c'est pas grave de le dire, hein. Il sait pas faire de perspective, tu vois, il y a rien qui va, et pourtant quel scénario et quel succès, tu vois. Et le mec il a juste rien lâché de l'histoire. Alors après je sais pas si c'est vraiment ça, mais il a quand même été refusé pendant des années au niveau des maisons d'édition, tu vois. Ouais, ça a galéré, tu vois. Et pourtant c'est l'Attaque des Titans, quoi. Tu vois, et quel succès. Tu prends le premier tome de One Piece, franchement, ça casse pas 3 pattes à un canard, quoi. Les dessins, c'est tout rond et tout, tu vois. Fallait vraiment être visionnaire pour se rendre compte que One Piece allait devenir One Piece, tu vois. Et pourtant, quel travail il y a derrière, tu vois. Oda, c'est un bourreau de travail, hein. Donc, c'est le dessinateur de One Punch Man aussi, non? Enfin, le premier qui avait fait One Punch Man au début, c'était un webtoon, non? Donc, en fait, c'est un webtoon et puis le mec, il s'est pas dessiné, hein. Mais bon, c'est pareil, tu vois, il a évolué d'ailleurs, hein. Il a fait d'autres trucs après, mais c'est du travail. Et le seul talent qu'on a, c'est de vouloir le faire. C'est-à-dire que le talent, c'est de te lever le matin et te dire maintenant je vais faire de la BD. Ça, c'est ton talent à toi. Voilà, le reste, c'est du boulot. Le talent, c'est finalement la détermination que tu vas mettre dans le fait d'y croire. Voilà, moi, il y en a plein qui passent sur le stand. Ça fait 20 ans que je vois des gens qui passent sur mon stand en disant ouais, je veux faire ce métier-là. Bah d'accord, ben vas-y en fait. Il y a rien qui t'en empêche, quoi. Tu t'achètes une ramette de papier machine, un crayon, une gomme et roule. Hein, tu vois. Et l'entourage, ça a joué, t'étais bien entouré par rapport à... Non, du tout. Non. Mon père, il a mis du temps avant d'accepter vraiment que c'était un métier, qu'il y avait vraiment quelque chose derrière, tu vois. Quand j'étais coloriste, mon père un jour met sur Facebook c'est marrant, c'est comme quand t'étais petit que tu colories Babar. Tu vois. Je suis coloriste de BD, tu vois. Et putain, de me foutre la honte, s'il te plaît. Donc lui comprenait pas, tu vois, et il a mis du temps, tu vois. Ma mère, elle a été un peu plus like là-dessus, mais c'est compliqué de dire aux gens, mon métier à moi, c'est de vivre de la passion. C'est comme les mecs qui font de la zig, tu vois. Tu dis, c'est quoi ton métier? C'est de faire de la gratte toute la journée? Mais c'est pas un métier, ça, c'est un hobby. Tu vois. Moi, je fais de la peinture sur figurine, je fais des petits warmers, tu vois. Moi, du coup, je côtoie des gens dont c'est le métier. Mais va expliquer à des gens que ton métier, c'est de peindre des warmers. Bah c'est chaud, quoi. Donc en fait, l'entourage, il a pas été foufou, mais je m'en fous. Moi, c'est pour moi en fait. Moi, j'avais au fait. Toi, t'étais épanoui. Voilà, donc j'ai dit bah vous dites ce que vous voulez, moi c'est pas grave. Justement, ça montre encore plus que parce que parfois je me dis en vrai c'est aussi une question de savoir si t'es bien entouré ou pas, parce qu'il y a des gens qui le sont pas et qu'ils sont et je me dis bah ils ont un entourage. Bah en fait moi j'en connais un qui ont été entourés par la famille. Et effectivement il y a une espèce de facilité. Bah ouais, on dirait qu'on te pousse au cul tranquillement, tu vois. Moi j'étais tout seul à me pousser au cul pendant un moment, même si j'ai eu des aides, hein, tu vois. Tu te fais jamais tout seul, hein.
Donc tu as des aides je sais pas, de quelques pros qui viennent, qui disent tiens, pourquoi pas, viens, je t'aide un truc, machin et tout, tu vois. Mais non, ouais, malgré tout, il faut trouver sa détermination, tu vois. Ouais. Mais c'est bien. Il y a Mathilde qui demande dans les BD manga, est-ce que celui qui dessine est forcément celui qui imagine les histoires scénarios, ou il y en a qui font juste le dessin, le scénario? Non, c'est comme dans n'importe quel truc. En fait, tu vas avoir des moments où tu as des mecs qui vont être que dessinateurs, d'autres qui vont être que scénaristes, d'autres qui vont être les deux. Voilà, et des fois tu peux alterner. Tu vois, tu peux être scénariste et dessinateur et à un moment et dire bah là il y a un scénario qui m'intéresse, c'est pas moi qui l'ai écrit, je vais le dessiner, tu vois, et ainsi de suite. Voilà. Ok. Non, vas-y. Et justement, parce que tu parlais de détermination, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de culot? Enfin, tu vois, je pense à l'histoire où tu distribues des flyers et tout, genre. Hein, ouais, en fait, ça se joue là-dessus. C'est pas que t'as eu culot, c'est qu'il y a un moment où tu te dis. Comment je peux dire? En fait, t'as rien sans rien, quoi. Si tu restes dans ton canapé, y a rien qui va se déclencher. Donc à un moment, tu dis faut y aller, quoi. Ouais. Et tu trouves les moyens pour y aller. Tu vois, tu te dis allez, c'est quoi le truc, quoi? Est-ce que je distribue des flyers? Bon, j'avais distribué 15 000, ça n'a pas marché parce que j'ai eu que 2 mecs. Mais c'est pas grave, tu vois. Mais au moins t'es dedans, tu vois, t'es toujours en mouvement. Donc ouais, il y a ce truc de toujours vouloir y aller. Après, tu vas au culot ou non. Voilà, il y en a, ils sont un peu plus timides, tu vois, et ils ont tendance à dire bon, on y va gentiment. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à être un peu rentre dedans. Ouais. Et voilà, quand je suis rentré à l'école pivot, tu vas sur dossier. Le monsieur pivot lui-même, tu vois, il a tourné mon book comme ça, et au bout d'un quart d'heure, il me regarde, il me fait t'as même pas le niveau pour rentrer en prépa, tu vois. Non. Et je lui fais waouh. Moi, je me suis barré de chez moi, tu vois, enfin. Et ça fait quelques mois que je travaille chez Weldom pour payer mes études. Et donc du coup voilà, l'école pivot et moi je dis à monsieur pivot, je lui dis vous savez, ça fait quelques mois que je travaille chez Weldom, j'ai de l'argent de côté, je vous paye 2 années cash tout de suite. Et là il m'a regardé, puis il me fait les inscriptions sont dans l'autre classe. Voilà. Alors en fait bien sûr que j'ai pas payé 2 années, tu vois, mais c'est la détermination, tu vois. Et là je rejoins sur le culot. Alors moi je suis comme ça, j'ai tendance un peu à y aller, tu vois. Et tant que j'ai pas une espèce de plaque rouge devant les yeux, je me dis ok, c'est qu'il y a encore une possibilité, tu vois. Voilà. Et j'avais demandé justement, moi j'ai entendu que justement le monde de l'édition, de la BD, des trucs comme ça, c'est un monde qui est très compliqué. Et peut-être le fait que toi t'étais aussi déterminé et aussi culotté comme on le dit et tout, ça va peut-être aider justement à ce que ça soit plus... Non, c'est compliqué pareil. Hein. D'accord. Non, j'aurais pas eu Philippe Briones finalement dans ma vie. Je pense pas que je serais devenu professionnel, tu vois, par les grosses maisons. Très très compliqué d'y rentrer et après tu vois faire sa propre maison d'édition. Il y en a souvent qui disent ouais je suis pas édité chez les gros, donc du coup je peux aller faire tranquillement mon truc en auto. C'est un autre travail hein. Je suis comptable, faut faire de la comptabilité, faut faire des devis, faut faire sa com, enfin faut être toutes les casquettes à la fois et en plus être autocritique. Ça faut pouvoir regarder son bouquin et dire bon ce que j'ai fait là c'est pas très ouf mais voilà, enfin que je m'améliore plus tard, tu vois, parce que t'as pas d'éditeurs qui font des retours, tu vois. Voilà, donc et ça t'y arrives ça? Ouais, mais en fait j'y arrive sans y arriver. Je lis jamais un seul de mes livres. Au moins comme ça, ouais. Jamais. Ah ouais? Non, non parce que suivant entre la page 1 et la dernière page, il va se passer entre 6 mois et 8 mois. Quand je suis bien lancé. Donc j'ai évolué entre les deux. Si je reviens à la première page, j'ai envie de la refaire. Donc en fait ça serait qu'un éternel recommencement. Donc je pars du principe que quand le bouquin il est fini, je scanne les pages, je l'envoie du coup à la correctrice. Elle corrige mon bouquin, je lui fais confiance, j'envoie le tout à l'impression et après ça part. Une fois que le livre il est terminé, ce livre ne m'appartient plus. Moi mon livre il m'appartient du moment où je le dessine. C'est ma philosophie, hein, attention, mais il m'appartient du moment où je le dessine. Et si je dois mettre 2 ans pour le dessiner, il m'appartient pendant 2 ans. Au moment où il est fini, il devient un objet, il appartient au lecteur. Okay, tu dis c'est plus à moi de... C'est plus à moi. C'est-à-dire que les gens ils viennent me voir, là hier j'en ai un, il me dit j'achèterai pas la suite parce que j'ai pas aimé. Ok. Et il m'a expliqué pourquoi il a pas aimé. Très bien. Il t'a dit ça? Ouais, il m'a c'est comme ça, c'est bien, c'est la franchise. C'est bien, il m'a dit voilà, j'aurais clairement pas été aussi franc, c'est le tome qui s'appelle Vali, c'est le 2e tome que j'ai sorti d'Yggdrasil et il me dit j'ai pas aimé. Bon ok, c'est pas grave, de toute façon moi je pars du principe que Michael Jackson n'était pas universel, je le serais pas non plus. Donc voilà, tu vois. Donc je suis en paix avec ça. Vu que ce livre, moi je l'ai fait avec à l'instant T, c'est en 2018, j'étais au taquet de ce que je pouvais donner, le livre j'en suis fier. Et au moment où il sort, à ce moment-là je pouvais pas faire plus. Bien sûr tu me dis de le reprendre en 2024, je reprends tout, je le refais intégralement, il sera mieux. Mais à ce moment-là tu repasses ta vie à faire la même chose. Tu refais toujours le même manga. C'est ça aussi je trouve comme manière de penser, parce que si t'es toujours en train de remettre en... Je sais que moi ma mère elle écrit un livre, elle s'en sort pas parce que c'est une éponge à tout ce que les gens lui disent, elle le prend, elle le met dans le livre. C'est même plus son livre. C'est ça, moi en fait c'est pas que je m'en fous de ce que disent les gens.
C'est que c'est pendant qu'il y a la création que là tu dis pas ouf. Tu vois, parce que là tu corriges tout de suite. Après tu peux pas, ouais. Un jour j'ai un critique qui m'avait descendu sur un de mes bouquins. Ouais. Et du coup il était venu me voir en salon et il me dit ouais franchement j'ai pas aimé ce que t'as fait quoi. Et les gens sont Et honnêtes. je lui dis mais tu veux que je fasse quoi? C'est-à-dire que je rappelle tous les gens qui ont acheté mon livre, je prends tout mon stock, je fais un auto-da-fé place publique, je danse au milieu, tu vois, en disant c'est pas bien ce que j'ai fait, tu vois. Il y a un moment. Moi c'est pour ça que j'ai énormément de mal avec les critiques, tu vois, les mecs qui critiquent des films, le film il est fait. C'est que t'as quand même des centaines de gens qui ont bossé sur un film et les mecs ils font une critique dans première, tu vois, et ils disent non franchement les films pas ouf. Et mon gars. Merci à toi. Les critiques, ce qu'on dit, c'est des gens qui auraient bien aimé travailler dans le cinéma, qui n'ont pas pu, du coup, qui. Ouais, je sais pas. Après, c'est pas négatif ce que je dis, c'est juste. Non, après. Des trucs qu'il faut prendre à cœur. Non, mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut jamais les prendre à cœur, tu vois. Et ça, je le dis pour tous les. Je vais dire les artistes en herbe, tu vois. Les critiques, regardez-les de très très loin. Voilà, c'est une critique, c'est qu'un avis de une personne. Tu vois, moi, Yggdrasil, c'est vendu à 25 000 exemplaires à l'heure actuelle. Bravo. La plus grosse partie des gens me disent je kiffe et vivement au prochain tome, quoi, tu vois. Et c'est tout, tu t'accroches à ça. J'ai des gens du métier, par contre, tu vois, qui viennent me voir, ils font tu vois, sur ton dernier bouquin, pour le prochain, essaye de faire ça. Ouais, ça c'est différent, tu vois. Ça, c'est pas de la critique. Ça, c'est là, on voit bien que le bouquin, de toute façon, il est fini. Tu veux qu'on fasse quoi de plus? Donc, par contre, pour le prochain, là, t'as vu, t'as fait une erreur là. Essaye de cette erreur de narration ou de dessin de pas le faire au prochain, quoi. Ouais. Voilà. Et ça, je trouve que c'est le fait d'éponge, de pas trop prendre les critiques et tout, c'est même pas que dans l'édition, c'est dans la vie en général. Parce que je sais que moi, à un moment, j'étais un peu perdu, je savais pas quoi faire de ma vie. Et chacun me disait un truc, putain, comme ça m'a perdu de fou. Je savais plus ce que je devais faire. Il y avait tellement d'avis. Parce que les gens, ils ont tous un avis. Bah oui, ouais. Tu vois 300 personnes, il y a 300 avis différents. Ouais. Tu vois. Et c'est Prafé qui demande comment t'as eu l'idée de ton manga. Comment ça t'est venu Ça va dépendre. J'ai Magical Girlfriend, le premier, c'est un hommage à Lovina. Yggdrasil, sortez de Magical, qui est une comédie, tu vois, tout public et tout. Et puis je suis un mec un peu énervé dans la vraie vie. Donc je suis un peu en colère sur le monde et tout. Et j'avais envie de faire un livre très adulte, genre 3ème guerre post-apo, guerre entre le Moyen-Orient et l'Europe, tout a été détruit, la guerre nucléaire. Et on suit un mec qui partait du nord du Maroc, qui traverse le détroit pour aller en Espagne, remonter toute l'Europe et arriver au grand bunker où il y a toutes les semences du monde. Donc c'est dans le nord de l'Europe, et faut savoir que si un jour le monde s'écroule, toutes les semences sont entreposées dans un bunker là-haut. Okay. Et je me dis putain trop bien, quelle bonne idée, on va faire une espèce de road trip. Et le mec, pendant le road trip, en fait, il va repasser tout ce pourquoi la société s'est éteinte. Voilà, et pourquoi on en est là. Donc autant dire que c'était un mélange de La Route, tu vois, le film La Route avec Viggo Mortensen, un truc un peu dark comme ça. Un peu Walking Dead et tout, tu vois, enfin vraiment hyper adulte. Et ça, c'est un manga? Non, ouais, c'était censé être un manga et tout, et j'en parle comme ça, et mes lecteurs m'en font. Alors les adultes font trop bien, et un jour il y a un mec qui me fait: c'est Romain, c'est super bien ton truc, mais tous tes petits gamins de Magical Girlfriend qui attendent que tu viennes travailler, ça fait 2 ans que tu bosses ton public, tu vas le perdre. Donc tu vas devoir recommencer à zéro. Essaie de prendre ça, mais d'aller chercher sur un public de 10 ans. Tes mômes, il y a des mômes qui ont 8 ans, qui ont évolué avec toi, ils ont maintenant 10 ans. Comment tu peux les choper à partir de 10 ans? J'ai ok, écoute, voilà. Et Yggdrasil est arrivé. C'est vrai que j'ai remis tout ce que j'aimais. J'aime bien les Vikings, j'aime bien la mythologie nordique. Je me dis tiens, j'avais un pote qui était fan de Super Sentai, les Power Rangers et compagnie. Tiens, Yggdrasil Sentai, ok, ça s'est jamais fait. Je fais ça, bim, et dans chaque tome j'ai calé un sujet social. Voilà. Donc en fait, la série est en 5 tomes. Les 4 premiers c'est des one shot, et dans chaque one shot on s'intéresse à une fille avec un sujet social derrière. L'homophobie, la religion, le terrorisme, le racisme, j'ai même la pédocriminalité qui est traitée. Bref, voilà, mais à partir de 10 ans. Ah bah c'est bien, ouais, du coup c'est bien, au moins ça sensibilise. Ouais. Puis deux niveaux de lecture. À 10 ans, t'as des en armure qui vont se poutrer avec des dieux vikings, un peu de réflexion. Quand tu grandis, du coup t'as le poutrage et en même temps la réflexion sur les thèmes sociaux. Et t'adores toujours créer, ou il y a des fois où ça t'énerve parce que t'as soit pas l'inspi, soit à un moment tu te. Non. Ah non. Le mot les cerveaux de page blanche, je sais pas ce que c'est. Ah ouais, c'est vrai, c'est toujours. Parce qu'il se passe tellement de trucs. Enfin tu vois, tu restes un petit peu ouvert à ce qui se passe dans le monde, et même dans un endroit, tu écoutes les gens. Écoute des gens parler, mais t'as des histoires tout le temps. Ah oui, de fou. Tout le temps. Tu vois, moi souvent c'est ce que je dis aux gens, on imagine là 3 mecs à un micro sur Twitch, et d'un coup je sais pas, tu vois, t'as l'écran il se met à se brouiller, et un mec vient parler à notre place, et on se rend compte qu'en fait il y a un complot de ouf, tu vois, où d'un coup tout s'arrête et on est dans une convention et t'as des zombies qui arrivent, tu vois. Mais tout ça, tu peux en faire plein de trucs, tu vois. Et à l'heure actuelle, tu peux mêler la fiction avec
des problèmes politiques, géopolitiques, tu vois. Là, tu fais un attentat ici et tu fais un putain de bouquin, thriller, huis clos, tu vois. Enfin voilà quoi. Tu vois, et ça, c'est des idées. Tu viens de donner 3 idées en 10 secondes là. Mais ça, c'est en fait, c'est un travail. Pareil, hein, je parle pour ceux qui veulent un jour créer. Faut jamais oublier que l'imagination, c'est qu'un travail. C'est un muscle que tu dois travailler tout le temps. Et oui, ça, que je demande comment tu le travailles. C'est toujours. Enfin, t'as une méthode ou. Ouais. Je fais beaucoup de routes. Et donc en fait, ouais, quand je fais de la route, c'est là où j'ai tendance un peu, tu sais, être sur l'autoroute dans la nuit. Parce qu'on fait des conventions, on rentre tard le soir. Ouais. Donc le dimanche, quand il y a 6 heures de bagnole, 6 heures dans le noir, quoi. Donc t'es avec ton Red Bull, t'es là pour pas crever sur la route quand même. Donc moi je bois du Red Bull. Et après, du coup, t'es là et tu réfléchis. Et moi, en conduisant, c'est là où j'ai toutes les idées. Et donc je vais avoir des espèces d'images clés. Ça va être des pièces de puzzle, ok. Donc tu imagines une pièce là, une pièce là, une pièce là. Et après, je vais avoir une espèce de truc qui va tourner en permanence dans ma tête. Et ça va mettre des pièces autour des pièces principales. Et ça va faire une histoire. Voilà. L'histoire, je vais la travailler souvent dans ma tête. Une bonne histoire, je la travaille 6 à 8 mois avant même d'en faire quelque chose. Donc, dans ta tête dans ma tête pendant 8 mois, rien n'est écrit. Tout se joue là-dedans. Wow. Et genre sous la douche, je me mets à parler tout seul. Donc ça, c'est un peu flippant parce que je fais les dialogues. Et donc des fois, je suis tout seul et je fais des dialogues pour voir si ça passe, tu vois, et voir si les phrases clés, elles vont bien marcher. Les phrases clés, je les note et je sais que ces phrases clés vont devoir apparaître dans mon bouquin. Voilà. Et à partir de là, au moment où je suis prêt, là, j'écris. Du coup, je mets 3 heures pour écrire le scénario et après, je me lance tout de suite dans le dessin. Comme ça, je perds pas de temps. C'est fou. Est-ce que ça t'arrive ces idées-là? Nous, je sais que quand on crée les lives, des fois, on doit réfléchir à des jeux, des trucs comme ça et tout. Et 90% du temps, quand on a des idées le soir au moment de se coucher ou qu'on réfléchit, le lendemain c'est toujours de la merde. Ouais, ce moment-là, c'est toujours ça. On se dit putain, le banger et tout, demain ça va être fou. Ça, c'est tout le temps. Ça, tu te couches et tu fais oh là là, le scénar de ouf. Souvent, c'est avant de se coucher. J'ai l'impression que même dans ma vie, parfois, je me dis mais l'idée de malade. Je me dis, je vais me coucher sur une bonne idée. Parce qu'en fait, à un moment, tu lâches prise. Au moment où tu vas te coucher, t'as un lâcher prise. Tu dis, je m'en fous sur mon lit. Il se passe rien et ton cerveau fait ok, là on y va. Et donc, toi, t'es comme un ouf dans ta tête. Tu te dis oh. Moi, des fois, j'ai des scénars et je suis là, j'ai demain matin. Je le garde en tête celui-là, tu vois, voire même tu notes, tu te fais un mémo sur WhatsApp, tu fais alors on n'a pas oublié que tu vois, tu fais zombie chat volant, excellent, j'adore l'idée. J'imagine pas le nombre de conneries comme ça que j'ai sorti, tu vois, et d'ailleurs c'est comme ça que j'ai un truc qui s'appelle Charlie Jones, c'est un chihuahua en mode Indiana Jones, tu vois. C'est parti de là. Et voilà, et le projet est envoyé aux éditeurs et tout, tu vois. Ah vraiment, en vrai, il a vraiment existé. Pour ceux qui vont sur mon Insta, il y aura des images de Charlie Jones. Et mais ça, c'est des idées comme ça, quoi, tu vois. Tu y penses le soir, et le lendemain, tu te réveilles, et en fait, tu aperçois que c'est une idée complètement de merde. C'est mauvais. C'est mauvais, ouais, c'est mauvais. Voilà. Et voilà. Alors, très sympa, il y a Magine Vegeta qui dit un jour il fera un manga avec Paul comme personnage principal. Je te conseille pas, je suis quelqu'un de très banal et chiant. Avec qui en personnage principal? Moi et. Ah bah ouais. Le mec qui dit, et c'est Prafé, il dit ce serait vraiment pas ouf, et il dit ouais, j'aimerais pas trop le manga. Non mais ça peut être marrant et ils sont vachement bien en personnage de manga. Regardez Merci, c'est gentil. Et en plus, en vrai, t'as la casquette, toi t'as le petit bout, petite moustache, les cheveux devant et tout. En fait, graphiquement, ça passe tout seul. En fait, on peut reconnaître très rapidement. Graphiquement, on est facilement dessinable. Voilà, en fait, graphiquement, vous marchez bien, les gars. Voilà, toi, tu gardes les oreilles d'elfe, c'est parfait, tu vois. Et puis voilà. Encore une fois, on a des personnalités très plates, donc ça ne marchera pas. À part ça, à ça près, quoi. C'est con, des fois, ça marche pas grand chose. Putain, la question, j'allais dire, c'est vraiment la question, France Info. Est-ce que quand je dis tu mets toi dans les personnages, est-ce que genre forcément tu t'inspires un peu de caractéristiques tout ce que j'ai fait, je ne sais pas raconter un truc que j'ai pas vécu. Ah, c'est intéressant. Voilà. Ça. Okay, ouais. Donc, tu vois même souvent le premier tome de Yggdrasil, qui est sur l'homophobie. Oh, je suis hétéro et tout, tu vois, tout va bien. Par contre, j'ai vécu à Nantes. Et à Nantes, j'ai fait pendant des années, j'étais dans le milieu gay, parce que j'habitais au-dessus d'un bar gay. Okay. Et donc, mon fief, c'était le bar d'en dessous. Donc, j'allais au bar gay tout le temps. Et donc j'ai fait toute ma bande de potes était homosexuels pendant très longtemps. Donc j'ai fait toutes ces soirées avec eux. Et on va dans une grosse boîte à l'époque qui s'appelait le Temps d'aimer. Donc tu vois vraiment full. Vraiment c'était la full boîte gay. Extraordinaire. Je passais des soirées trop ouf là-bas. Et moi je rentre à 4h du mat à la maison, un peu pas ouf. J'avais bien vu. Et puis en plus, il y a le Poppers qui tournait à fond. Moi, je découvrais les Poppers qui étaient ouf là-bas. Et donc, je rentre complètement déchiré à la maison. Et le lendemain, je vais du coup boire mon café au bar. Normal. Et là, le patron qui s'appelle Stéphane, mec 2004 quand même, tu vois,
la gueule déchirée. En Golgoth. Mais complètement. Mike Tyson en sortie de. Et je fais, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, il me dit, en fait, il y a une descente de gays, ils nous attendaient dans le parking, et dans le noir, ils nous sont tombés à 8 dessus, ils nous ont défoncé. Et ça m'a tellement marqué, si tu veux, que ça, tu vois, ça c'est une idée qui est restée très 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 longtemps dans ma tête. Et le jour où je fais Yggdrasil, où je veux parler de ce sujet-là, immédiatement, homophobie, et là je me dis, bah là, il faut en parler. Mais ça, du coup, ça te fait du bien justement de pouvoir agir sur. Ouais, bah. On dit souvent qu'on exorcise un peu nos démons intérieurs quand tu écris, etc. Tu vois. Et clairement, ouais, moi, au travers de mes bouquins, bah, j'en parle, quoi. Ouais. Tu vois, il y a un livre qui est tombé très très intimiste, s'appelle Tomber au combat. Ça se passe pendant le confinement, avec les vaccins, c'est tout ça là, du Covid. Et ma femme fait une fausse couche à ce moment-là, en pleine période de vaccination. Et donc, on sort de la sage-femme et Anne-Sophie me dit, imagine, je viens de me faire vacciner. Je perds le bébé, c'est la faute du vaccin ou la faute de la vie? Vraie question à ce moment-là. Ok. Et ben on en a fait un livre. Ah ouais, vous avez et il s'appelle Tomber au combat. Voilà. Et qui est un livre qui est. Alors pourquoi il fait 120 pages, c'est un roman graphique noir et blanc et tout, tu vois. C'est un huis clos, tu suis un couple qui viennent de. Alors, nous c'était à 2 mois et demi. Là, nous on a poussé les curseurs, on le met à 5 mois. Mais voilà, maintenant la grande question c'est comment on aurait réagi dans cette position-là. Ça parle de nous à la base. Tu vois. Simplement on a augmenté les curseurs pour le bien d'un scénario, mais voilà. Et du coup ça te fait, quand t'écris ça justement, le fait de te reconnaître un peu dedans, est-ce que t'as pas l'impression de vivre presque une autre vie derrière avec les romans? Non, j'ai un recul à ça et tout, tu vois, mais oh je suis désolé, et Lana elle chante tellement de fois à côté, je sais pas si vous entendez, mais il y a un karaoké à côté, elle chante fort et faux. Et donc du coup, non, moi je prends du recul immédiatement par rapport à ce que je fais. Par contre, effectivement, on peut voir vitesse, tu vois, on a un mec à barbe et tout. Je suis émis des cheveux, hein. mais grosso modo, ouais, c'est forcément, on met un peu de nous là-dedans, quoi, tu vois. Ouais. Voilà. Après, c'est pareil, ça sort complètement de ce que j'ai fait jusque-là, tu vois. On est dans du gris, alors que d'habitude je travaille sans trame, donc juste en noir et blanc. Je fais pas de gris, et là tu vois clairement j'ai voulu travailler sur du roman graphique et tout, tu vois, avec cette page là. Alors là c'est une double page avec justement la croix, tu vois, de la fenêtre, et de l'autre côté il est face au lit de sa femme avec le sang dans le lit, tu vois, et c'est une double page qui a énormément marqué les gens, et voilà. Ah ouais, ça a l'air gore. Mais voilà, donc tu vois, mais bon c'est pareil, il faut s'adapter, et puis encore une fois en fonction de ce que toi t'as vécu, bah tu vas en mettre dedans, etc. Tu vois, enfin voilà. Ok. Alors, est-ce que tu as le temps pour. Peut-être tu dois retourner à ton stand, tu nous dis. Ouais, je vais pas tarder, ouais. Ça va. Mais vas-y, dis-moi. Non, c'était si t'avais le temps pour un petit. Peut-être quiz manga. Allez, vas-y. Ça va Mathieu, t'as ça? Allez. Pardon, désolé, je te prends des on prend encore 5 minutes et après je retourne. Allez, 5 minutes. C'est gentil, hein, désolé. Ouais. Je suis pas sûr d'être très bon en quiz manga. Non, mais c'est dans l'idée après. Hier, on a été catastrophique. C'est vrai? Il y en a un où on a été bon, je crois, le premier. Friends. Non, Friends, on a été. C'est horrible, je suis fan de Friends, je connaissais tout. Et en fait, il a regardé la série 4 fois. 4 fois, ça pour ne pas connaître. Non, mais c'est super dur en vrai. Non, mais ils ont dit quel est le livre préféré de Rachel. Non, mais ça, moi je suis un fan de Tolkien. À chaque fois, je suis une bille dans Tolkien en vrai. Ah ouais? Bah ouais, trop compliqué. Après, il y a quiz et quiz. Ah, on fait quoi? T'as quoi? Peut-être plus Dragon Ball que One Piece perso. Allez, Dragon Ball. Allez, je vous suis, je connais pas. Parce que One Piece, bon, je les lis, mais c'est trop dense. Hein. Ah, tu lis pas One Piece? Si, je lis, mais je regarde pas l'animé. Mais pareil, j'ai. Voilà. Krillin est le personnage Dragon Ball le plus cité dans le rap français. Waouh, c'est tellement dur. Ah, les gars, c'est impossible. Je pense que. Moi, j'aurais dit non. Ouais, moi aussi, j'aurais dit faux. J'aurais dit Broly. Ah, Broly, ouais, ou Vegeta. Ou Vegeta, ouais. Faux. Yeah. Oh, là, si on a une mauvaise réponse, on a éliminé. C'est Vegeta, le véritable musa français. Vegeta, ouais. Ah, c'est Vegeta, ouais. Attention, prochaine question. Ouais. La bataille entre Goku et Boo est la plus longue dans la version animée du manga Dragon Ball. C'est impossible ces questions. Moi, je dirais que ouais. Parce que c'est très très long, je trouve. Parce qu'il y a après, il y a même la fusion et tout. C'est vrai que c'est. Alors que dans le manga, c'est hyper court. Là, on parle de Boo Petit. Là, c'est la version animée, donc moi, je dirais vrai. Tu dis vrai? Allez, je te fais confiance. Mauvaise réponse. C'est faux. C'est Freezer. La bataille la plus longue. Ah, c'est Freezer, oh, putain. Goku Freezer. Et je sais que les 2 minutes contre Freezer, elles durent genre 5 épisodes. Le combat c'est se tellement déroule long. sur 19 épisodes. On refait vite. Dans Dragon Ball, Son Goku meurt deux fois. De mémoire, il meurt à la fin de Dragon Ball 1. Il meurt.
Quand est-ce qu'il c'est dans Dragon Ball ou dans Dragon Ball Z? Dans Dragon Ball. Je crois que c'est la totale. C'est la Ils totale. prennent tout, ils spécifient. Est-ce qu'il meurt 2 fois? Ouais, moi je dirais que oui, il meurt 2 fois. Ouais, je dis vrai. Bonne réponse. Oui, bien joué. Le On est personnage de Son Goku dans Dragon Ball n'a gagné le tournoi d'arts Oui, martiaux c'est qu'une vrai. fois. Ouais. Contre Piccolo. Oui. Très bien. T'es bon, Paul, pour l'instant. Dans la version je fais comme je originale peux, hein. japonaise du manga Dragon Ball, les voix de Goku, Gohan et Goten sont celles d'une femme. C'est vrai. Ouais, alors je Ouais. sais que Goku, C'est celle qui a les cheveux noirs là. Elle est extrêmement Bonne connue. réponse. Elle est doublée par Masako Nozawa. Voilà. Je crois que vous c'était êtes son bon, ouais. anniversaire il y a pas longtemps. J'ai Ouais. vu Et ça sur d'ailleurs, qui a Twitter. vraiment pas la tête de l'emploi, hein, putain. Ouais, c'est fou. Dragon Ball est un shoujo manga qui compte 42 Ouais, tomes. non, c'est un shonen Oui. manga. Ah, Si c'est tu un mets shonen, vrai à faux. ça, je te parle plus. Hein. Ah, ils ont eu la question Hier, hier. on a mis et, vrai. Ah ouais, mais non, Bah, c'est un shonen. Mais oui, mais en fait, moi j'avais juste regardé 42 tomes. Je me Eh suis dit, ouais, bah oui. non, c'est un shonen. Ouais. Effectivement, c'est un shonen. Désolé. Personnages de Dragon Ball portent des noms de C'est- nourriture. Euh, Non, on a dit alors, quoi hier? ouais, oui. Bah oui, mais pas tous. Je donc crois que la c'est- réponse était vraie, mais en fait c'est faux. Bah ouais, parce que freezer, ça veut dire c'est le réfrigérateur. Ouais, c'est Voilà. ça. Donc, mais- vrai. Donc on va Ouais. mettre vrai. Bonne Ouais, c'est ça, réponse. c'est Ouais, c'est Gohan. c'est un les vrai Saiyans. sans être vrai non plus. Hein. C'est les Gohan Saiyans qui ont des signifie noms Parce de- que bol Vegeta, de c'est riz. Vegetables, donc Ouais. ça veut juste dire légumes en vrai. Gohan signifie bol de riz, Broly, brocoli, etc. Deux questions encore. Dragon Ball est le manga le plus vendu au monde. Ah, ça dépend quelle année. À l'heure actuelle, je crois que c'est non. C'est Parce One que je Piece, crois que non c'est Demon Slayer, je crois, qui a pris le dessus. Ah ouais. Ouais, alors après, dans la globalité, avec le temps, j'irai Dragon Ball parce que c'est le plus vieux. Ouais. Après, je sais que Demon Slayer a battu le record du nombre de ventes en 24 heures. Ah, ok. Ouais. Ouais, mais c'est ça, c'est en une année. Le plus En, long du en monde, total, le One tome, Piece ouais. a plus Non, nombre de vendu tomes, que bah, France. c'est les années 80, donc ouais, je dirais que oui. Allez, on va dire vrai. C'est One Piece le plus vendu d'après Majin Vegeta. Vous avez dit vrai, vous? Ouais. Alors, Ouais, on va moi, voir j'irais ça. vrai. Mauvaise Ah, c'est faux, réponse, c'est quoi? One Piece. Ouais, One Piece. c'est Dragon One Ball Piece. est le deuxième manga le plus vendu, One Piece le premier et Naruto le Ah ouais, troisième. d'accord, ok. Ah ouais, Naruto. Putain, c'est fou que One Piece ça soit encore plus vendu. Ouais, c'est ouf, hein. Ça. Hop. Dans Dragon Ball, Kamehameha et la fameuse technique destructrice est inspirée d'un roi hawaïen. Vrai. Ah ouais, je crois que c'est vrai, ouais. Ouais. Effectivement, roi hawaïen, Kamehameha directement, il s'appelle comme ça. Et dernière question, de mort 2024, la série de manga japonais Dragon Ball fête ses 40 ans. Bah oui. J'irais oui parce que j'ai Ouais. 40 ans. Tiens, Eh ben, ça. bravo. En même temps, Dragon Ball, bravo. C'est bien. Bon bah merci beaucoup Ouais, d'être merci venu. énormément Merci d'être à venu. vous. Et puis ben pour ceux qui sont dans le Ah. coin, n'hésitez pas à passer. Et tu sais, il est où ton stand? On est hall 1 et c'est le stand. Voilà, en face de chez Kana. Ok, bah ça va. Et on peut te retrouver sur les réseaux, sur Ouais, un site, si vous allez sur les réseaux, alors c'est Romain Huet, Huet. Ça c'est mon Insta perso, Ah. sinon Doshin Edition. Et voilà, Voilà, j'ai- et, vous Et avez puis mais je crois que par le site internet, effectivement, tu l'auras. il y a un message épinglé dans le chat avec Voilà. la maison Et d'édition. puis voilà, et puis après ouais les réseaux. Mais bon, surtout les réseaux Insta. Twitter, on en a un, mais j'y vais jamais. Ok. Facebook, c'est un truc de boomer, ça peut rien qui marche là-dessus. Et voilà. Donc et TikTok, je suis un boomer. Donc voilà. Ça va, merci beaucoup. Bah, on essaye, Merci on à espère vous, les pouvoir gars. refaire ça un jour avec Et puis, toi. bah, Et bah écoutez, merci beaucoup. bonne continuation, amusez-vous Merci, bien. merci beaucoup. Voilà. aussi. Salut le Bon chat, à bientôt, bye bye. courage. Ciao, bye bye. Salut. Ciao. Merci.